Ok, donc nous sommes de nouveau ici et là je vais donc partager mon écran. Ok, alors c'est très intéressant comme ça. C'est bon, tout le monde voit? Oui, c'est bon, c'est parfait, on Ok, voit l'écran. merci beaucoup. Alors ce panel va enregistrer l'intervention de trois personnes, trois experts, notamment Madame Esmeralda Sendou, qui est ingénieure économiste avec 10 années d'expérience et un intérêt particulier pour l'amélioration des politiques énergétiques et la promotion des énergies renouvelables dans les pays à faible revenu et intermédiaires. Afin de contribuer à l'action de développement au niveau des États et de travailler dans le domaine de l'énergie, elle a d'abord rejoint un bailleur de fonds international, l'Agence française de développement, à New Delhi pendant 1 an et a depuis travaillé comme consultante en se concentrant sur des projets en Afrique subsaharienne liés à la réforme du secteur de l'électricité, à la promotion des liens entre l'énergie et l'économie au sens large du terme et à l'amélioration des conditions cadres pour les investissements dans les énergies renouvelables, y compris les solutions hors réseau. Au REP, dans son poste actuel, Esmeralda Sendou dirige la mise en œuvre du programme BGFA au Burkina Faso, au Libéria et en RDC. Madame Sendou Esmeralda, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nos intervenants. Vous avez la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation et à tous les intervenants précédents pour leur participation, pour leur présentation qui était vraiment excellente. Je vais présenter la façon dont le Beyond the Grid Fund for Africa, le BGFA, a intégré le concept d'économie circulaire à notre approche. Donc, je commencerai par présenter l'approche du BGFA et puis ensuite passerai un peu plus de temps sur justement la façon dont nous avons abordé la gestion durable des déchets électroniques. Un bref aperçu du BGFA. C'est une mise à l'échelle d'un modèle piloté avec succès en Zambie, le BGFZ, qui a été mis en œuvre depuis 2017 et qui depuis a permis à 1 million de personnes de bénéficier d'un accès durable, moderne, à des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Aujourd'hui, nous avons un fonds qui a été capitalisé à hauteur de 108 millions d'euros. Ces 108 millions d'euros viennent principalement du Fonds d'accès à l'énergie du gouvernement suédois. Et donc, ce fonds a été créé sur la période 2019-2026. Et nous le mettons en œuvre aussi sous l'initiative de Power Africa. Il est géré par la NEFCO, la Nordic Environment Finance Corporation, qui est basée à Helsinki. C'est une institution financière internationale créée par les pays nordiques dans les années 90 et qui a pour mandat de promouvoir les projets verts et de les financer. Et ce fonds est mis en œuvre en partenariat avec le REAP, qui est le partenariat pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Nous sommes basés à Vienne. Comme je le disais un petit peu plus tôt, le BGFA cible la fourniture de services énergétiques propres, modernes, durables, pour les populations des zones hors réseau, en milieu rural et périurbain. Et nous sommes maintenant dans 6 pays d'Afrique subsaharienne, donc au Burkina Faso, au Libéria, au Mozambique, en Ouganda, en Zambie, et très récemment, nous avons commencé un programme en RDC. Nous incitons la distribution de produits solaires au dernier kilomètre, que ce soit des kits solaires, des kits isolés, des systèmes isolés, des mini-réseaux. Tout ça, c'est vraiment distribué au dernier kilomètre. Et nous insistons sur la durabilité du service et de l'approche. D'où l'importance que nous apportons à l'économie circulaire. Le fonds est ouvert à l'expansion à d'autres pays et à d'autres bailleurs. Nos objectifs, je vais passer rapidement, mais c'est principalement la création de marchés durables et pérennes. Et sur la période que j'ai mentionnée, donc jusqu'en 2026, nous visons à ce que 7 à 10 millions de personnes accèdent à une énergie hors réseau propre. Et finalement, ça représente, comme nous mettons l'accent sur les systèmes isolés, donc aussi les kits solaires, ça représente plus d'1 million de produits solaires qui seront distribués. Donc, c'est beaucoup de déchets qui va être généré par le programme à moyen terme. Je vais y revenir.
L'effet de levier que nous espérons, la slide précédente s'il vous plaît, voilà, nous espérons qu'il y a un effet de levier important. Nous avons 108 millions d'euros de financement public, mais nous espérons que les entreprises bénéficiaires, nous espérons en soutenir près de 30 dans les 6 pays, puissent lever de 300 à 600 millions de financement privé. Et donc, l'objectif, c'est de s'inscrire dans la durabilité, de s'inscrire dans une approche intégrée, que ce soit sur des mécanismes de suivi du programme, d'information, de collecte de données, que ce soit sur notre contribution à l'ensemble du marché, donc créer un écosystème qui permette au marché de s'épanouir finalement. Et évidemment, la promotion de l'économie circulaire, c'est un des aspects que nous regardons. Diapo suivante, merci. Nous avons des outils qu'on peut classifier en 3 grands groupes. Donc, nous avons 3 piliers. Le premier pilier, qui est le pilier principal, le pilier central de notre approche, c'est le fait que nous proposons des incitations financières sous forme de subventions que nous octroyons suite à une passation de marché. Cette passation de marché, elle suit la forme d'une enchère inversée et finalement, ces subventions sont octroyées sous la forme d'un RBF, d'un financement basé sur les résultats, qui soutiennent des entreprises bénéficiaires pour le déploiement de services énergétiques modernes, abordables, durables et de haute qualité. J'insiste sur ce point parce que nous demandons aux entreprises bénéficiaires de garantir le service pendant 3 ans, de garantir le produit pendant 3 ans, quand il s'agit de petits kits solaires. Donc, c'est une garantie qui est plus longue que la garantie en général fournisseur. Nous demandons également à ces entreprises, quand il s'agit de petits kits, de fournir des kits qui sont certifiés Verasol. Donc, Verasol a développé une norme avec l'IEC aujourd'hui. Pour certains autres services de plus grosse capacité, quand par exemple, nous finançons des systèmes plus gros équipés de réfrigérateurs, de pompes solaires, etc., nous faisons référence au Global Leap Awards, qui définissent en fait une benchmark de qualité pour des produits qui sont déployés dans leur réseau. Également, nous ne finançons que des produits qui fonctionnent avec du lithium-ion parce qu'ils sont plus durables que les produits avec des batteries au plomb. Donc ça, c'est le premier pilier, mais j'y reviendrai. Le deuxième pilier, c'est un appui institutionnel et un appui au secteur dans son ensemble via un groupe de travail sur l'énergie hors réseau qui peut prendre plusieurs formes ou des appuis ponctuels d'assistance technique où nous espérons, surtout pendant la période de mise en œuvre, et nous y arrivons dans les 2 pays d'Afrique de l'Ouest qui sont le Libéria et le Burkina Faso, nous espérons travailler avec les acteurs du secteur public, mais aussi du secteur privé, pour résoudre les obstacles au déploiement des services énergétiques. Et dans ce cadre, nous avons déjà eu une collaboration avec l'ANERE sur justement tout l'aspect, toute la législation liée à la qualité des produits solaires au Burkina Faso. Le troisième pilier, c'est le volet information-analyse du marché, où nous demandons à nos entreprises bénéficiaires d'intégrer leur plateforme de paiement avec une solution informatique que nous avons développée. Et cela nous permet d'accéder en temps réel aux informations de remboursement des clients, c'est-à-dire nous avons accès aux services fournis par ces entreprises. Slide suivante. Donc, avant de discuter ou de m'appesantir sur la façon dont nous avons promu les concepts ou les différents aspects de l'économie circulaire, peut-être que je peux dire un mot sur les différents défis que nous avons identifiés et que nous avons essayé de relever. Donc, les défis qui sont liés à justement l'économie circulaire et la gestion des déchets. Donc, d'abord, il s'agit de minimiser le volume de déchets que le programme générera. Malheureusement et heureusement, nous allons participer à l'envolée des ventes de produits solaires. En tout cas, c'est notre espoir et en Zambie, ça a marché. Donc,
nous allons créer un secteur hors réseau qui aura un impact sur les produits qui vont arriver en fin de vie dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, quand il s'agit des mini-réseaux. Et l'idée, c'est de soutenir des entreprises bénéficiaires dans la création, dès le début, de chaînes de valeur qui sont durables. Et donc, nous promeuvons, dès le début, le concept de réutilisation, réparation et recyclage. Et finalement, il s'agit véritablement d'un défi au carré, ou même puissance 10, parce qu'en fait, on est sur 2 secteurs. Il y a le secteur du hors-réseau, il y a le secteur de la gestion des déchets, donc réutiliser, réparer, recycler. Et finalement, ces 2 secteurs, quand ils sont pris individuellement, ils ont une faible rentabilité. Ils sont aussi face à des coûts importants, des coûts de logistique inverse pour le secteur du haut réseau. Localiser les produits en fin de vie, c'est très difficile. Il y a des barrières socio-économiques ou culturelles. On a tous quasiment des téléphones portables ou des vieux ordinateurs dans nos flots de tiroirs. Et c'est pareil pour le secteur du haut réseau. Des problèmes de stockage des batteries, nous en avons parlé lors de l'atelier. Et pour le secteur de la gestion des déchets, finalement, il y a une valeur négative des composants principaux des systèmes solaires domestiques en fin de vie. Les batteries lithium-phosphore ou les batteries lithium-manganèse, il y a un coût de recyclage par rapport au coût de valorisation des matières résultantes du traitement. Les panneaux solaires, c'est pareil. Tout ce qui est ampoule sur les petits systèmes, c'est également le cas. Donc finalement, par système, on est sur un coût de recyclage ou de traitement des déchets de plus d'1 euro, de 1 à 2 euros par unité. Dans les 2 secteurs, il y a des difficultés à réaliser des économies d'échelle. Il y a aussi peu de techniciens sur le marché du travail qui sont formés au solaire. Donc finalement, il y a un coût important à former la main-d'œuvre et aussi il y a une difficulté de se procurer les pièces de rechange, avec souvent des taxes douanières qui s'appliquent à ces pièces de rechange. Et finalement, le cadre législatif et réglementaire concernant la fin de vie des produits solaires et aussi concernant la qualité des produits solaires, dans beaucoup de pays, il n'est pas encore en place. Nous l'avons vu grâce à d'autres présentations. Donc finalement, les modèles économiques derrière la promotion du concept d'économie circulaire dans le hors réseau, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ce n'est pas rentable, c'est peu piloté et ça manque d'échelle, ça manque cruellement d'échelle. Et finalement, il y a besoin important d'accompagnement sous forme d'assistance technique, mais aussi de subventions. Dernière slide. Donc, je vais dire un mot sur nos leviers d'action. Et le BGFA a promu une approche intégrée. Nous utilisons une approche intégrée. Nous ne sommes pas sur le financement de la gestion de la fin de vie, ou en tout cas, nous ne sommes pas sur un financement direct. Nous utilisions des leviers indirects. Donc, si on reprend nos 3 piliers que j'ai mentionnés plus tôt, le premier pilier qui consiste en des incitations financières et la passation de marché. Finalement, ce que nous avons fait, c'est que nous avons intégré des exigences dans l'appel d'offres. Et nous avons demandé à nos entreprises bénéficiaires, dès le début, de planifier le fait qu'elles auront à mettre en place une politique d'entreprise et un plan opérationnel pour la gestion des déchets. Et finalement, il y a des jalons de décaissement qui vont être liés à ces obligations. Et évidemment, il y aura des contrôles là-dessus. Par ailleurs, nous demandons à des entreprises qui ont accès à des financements plus gros de mettre en place des programmes de reprise. Nous promeuvons dans son ensemble donc les meilleures pratiques. Nous l'avons vu, Gogla a financé récemment un projet qui a élaboré des modèles, un toolkit, et puis aussi des modèles de contrat. Donc, nous allons utiliser ces initiatives. Nous faisons référence également aux meilleures pratiques de la Banque mondiale, de la SFI. Et en fait, ça permet que dès l'appel d'offres, les entreprises intègrent les coûts
de mise en œuvre de ces pratiques à leur modèle financier et au modèle qu'elles soumettent lors de la proposition. Et donc, finalement, quand elles nous demandent une subvention par connexion, ça veut dire que cette subvention, elle couvre en partie les coûts liés à la mise en œuvre de ces exigences. Le deuxième pilier, donc, c'est l'appui institutionnel et l'appui au secteur dans son ensemble. Et là, nous voulons travailler pendant la phase de mise en œuvre du programme qui vient de commencer en fait au Burkina Faso et au Libéria. Nous voulons travailler avec les différentes parties prenantes. Donc, ça peut passer par le développement de partenariats avec des infrastructures locales de recyclage. Ça peut aussi passer par le développement d'une approche pays qui regroupe nos bénéficiaires et qui potentiellement peut servir d'agrégateur en fait pour une approche élargie au secteur. Et évidemment, il y a tout un volet d'assistance technique ponctuelle et nous restons ouverts à soutenir le gouvernement dans d'éventuels projets de réforme des politiques publiques. Et enfin, il y a tout le volet d'information et d'analyse du marché. Et là, nous avons développé ou nous développerons avec nos entreprises un outil de projection pour estimer les volumes de déchets qui sont induits par le BGFA. Et ça nous permettra au fur et à mesure de venir renforcer les actions que nous mettons en œuvre sur les deux premiers piliers. Je vais m'arrêter là, mais je vous remercie infiniment de votre attention et je reste disponible pour les questions auxquelles je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, Madame Sendou. Et sans plus tarder, nous allons passer à Madame Maïga Bado. Et donc, je vais rechercher sa présentation. Voilà. J'ai cru qu'elle avait dit Boris. Non, elle a dit. Si, Brice, il faut suivre l'ordre, s'il te plaît, de la présentation. Suivre l'ordre, s'il te plaît, oui. Ah, ok. Autant pour moi. Donc, c'est plutôt Monsieur Boris à qui on va donner la parole, qui va donc faire sa présentation. Ok. Monsieur Boris, vous êtes là? Oui, je suis là, bonjour. Ok, alors présentez-vous rapidement en 1 minute et vous avez la parole. Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Boris de Feutreau. Je connais certains autres des panélistes. Donc, je suis consultant senior chez DSS, donc la même organisation que ma collègue Ruwaida qui est intervenue dans le panel 2, qui était plus connue sous le nom de Sofies il y a encore assez récemment. Et on a fait l'objet d'une acquisition par un autre cabinet. Et avant de travailler dans cette structure, j'ai passé 8 ans à vivre en Afrique subsaharienne, à travailler avec des organismes de coopération et des ONG. Et en particulier, j'ai dirigé pendant 7 ans et demi et développé une activité de collecte et pré-traitement de D3E basée au Cameroun, voilà, avec l'appui de la coopération française et internationale. Voilà, donc aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu des leçons que j'ai pu acquérir, d'abord de l'évolution de cette activité qui a démarré donc au Cameroun en 2012. Donc ça fait une dizaine d'années. Et puis et auxquels je vais ajouter également les quelques enseignements qu'ont pu m'apporter les années de consultance que j'ai maintenant derrière moi. Voilà, alors je vais passer rapidement donc sur la présentation de notre structure, DSS+. Donc c'était à la base un cabinet de consultants spécialisé dans les activités de sécurité et notamment de préservation de la vie humaine au travail. Donc c'est un enjeu de la sécurité, là c'est un enjeu qu'on a plusieurs fois évoqué en lien avec les batteries évidemment, et qui aujourd'hui s'est doté de compétences supplémentaires en termes de gestion de la sustainability. Le but, c'est de proposer une offre intégrée à des partenaires publics ou privés qui vise à la fois à protéger notamment leur capital humain et matériel et tout ce qui leur tient à cœur en général, à savoir transformer leur façon d'opérer, en fait, leur modèle d'affaires, pour pouvoir justement optimiser cette protection, pour pouvoir permettre une meilleure protection, et enfin de pouvoir durabiliser ces changements dans le temps. Donc voilà un petit peu et exprimer en quelques mots ce que fait DSS+ aujourd'hui. Voilà, alors maintenant, non, slide précédent s'il vous plaît.
Voilà. Alors, je vais commencer avec quelques généralités sur les D3E que vous connaissez tous plus ou moins, donc je vais être assez rapide. Pour les besoins de cette présentation, je vais relever 4 caractéristiques des déchets électroniques. La première, c'est une valeur économique élevée, qui est bien sûr liée à beaucoup de matières premières précieuses ou stratégiques, mais aussi à un flux qui a un potentiel particulier en termes de réparation et de reconditionnement. La deuxième grosse caractéristique, c'est une toxicité très importante, ça a aussi déjà été dit, liée à beaucoup de composés toxiques comme des métaux lourds, des polluants organiques persistants, des dioxines et furanes, et j'en passe. Et c'est une toxicité, il faut le noter, qui entraîne aussi des contraintes importantes en termes de technique et donc de coûts au niveau du traitement. C'est important ici parce que cette présentation est faite a pour objectif de parler de business model, donc de coûts et de revenus. Voilà, le troisième point, c'est une grande hétérogénéité. C'est un flux extrêmement hétérogène, c'est-à-dire que très concrètement, on peut y trouver à la fois des parties qui n'ont aucune valeur et qui sont très toxiques, comme par exemple un écran cathodique au plomb. Et à l'opposé, on peut aussi trouver des parties qui sont assez peu toxiques et qui sont à très haute valeur ajoutée. Je pense aux parties métalliques, aux cartes électroniques ou encore aux processeurs. Voilà. Et puis, le dernier point qui passe souvent inaperçu et qui va avoir une petite importance ici, c'est la notion de l'empreinte carbone du flux de déchets électroniques. Alors, il y a bien sûr au niveau des équipements eux-mêmes toute l'énergie et toute la consommation d'énergie et de gaz à effet de serre liée à leur production et à leur distribution. Il y a aussi, bien sûr, la consommation d'énergie, notamment d'électricité, qui est liée à leur usage. Évidemment, les équipements électroniques sont responsables d'une très grande partie de la consommation électrique mondiale. Et enfin, dernier point, et qui est peut-être celui qui va le plus nous intéresser, c'est qu'il y a aussi un impact au niveau de la fin de vie, et en particulier au niveau de ce qu'on appelle les fluides frigorigènes, c'est-à-dire les gaz qui produisent du froid dans vos frigos et dans vos clims, qui ont un impact en termes de gaz à effet de serre qui peut être de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de fois celui du dioxyde de carbone. Et ce qui fait donc que, eh bien, quand on additionne l'impact potentiel en matière de tonnes d'équivalent CO2 lorsqu'on compte ces équipements, on arrive très vite à des sommes très élevées. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques que je voulais évoquer ici et qui vont me servir par la suite. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors aujourd'hui, pour faire du traitement correct, pour faire du traitement propre de déchets électroniques dans le contexte de pays en développement en général, voilà, on rencontre des problèmes. C'est une activité qui marche pas bien. Je pense que c'est le constat général qu'on peut dresser des différentes présentations faites jusqu'ici. Pourquoi? J'ai essayé de vous le résumer en un seul slide. Vous avez un scénario idéal à ma gauche où une activité idéale collecterait d'abord tous les déchets électroniques, et incluant les fractions qui n'ont pas de valeur, et incluant aussi celles qui sont très polluantes et qui donc sont très coûteuses à traiter. Donc on parle ici des écrans, on parle des lampes, on parle des petits appareils électroménagers qui n'ont pas beaucoup de valeur mais qui sont très divers et complexes. Et par ailleurs, une fois qu'on a collecté l'ensemble de ces D3E, il s'agit de leur donner un traitement qui soit approprié, donc un traitement qui préserve l'environnement et la santé humaine des impacts négatifs qu'il pourrait y avoir du fait des produits toxiques. Donc là, on parle ici d'infrastructures appropriées, de machines industrielles, on parle de techniciens qui ont été correctement formés, on parle d'équipements de protection individuelle, toute cette sorte de choses. Voilà. Et le résultat, quand on additionne ces deux traits, c'est en bas à gauche qu'on a un business model qui est incertain. Est-ce qu'on fait de l'argent ou pas? Aujourd'hui, la réponse dans les pays occidentaux, elle est non, pour sûr. Donc c'est pour ça qu'il y a des dispositifs de subvention un petit peu partout. Dans les pays en développement, on extrapole aussi cette réponse au contexte des pays en développement. Pour moi, le point d'interrogation reste, mais je vais en parler plus tard. La réalité que l'on croise bien souvent sur beaucoup de théâtres de pays africains, entre autres, c'est que premièrement, au lieu de collecter tous les D3E, ce qui se passe, c'est qu'on fait du cherry picking. C'est beaucoup plus facile. Le cherry picking, ça consiste à ne collecter que les fractions qui nous intéressent, c'est-à-dire en l'occurrence celles qui ont de la valeur. Donc aujourd'hui, dans la plupart des marchés informels dans les métropoles africaines, vous vous rendez compte qu'il n'est pas si facile que ça de mettre la main, par exemple, sur des vieux téléphones mobiles ou bien sur des cartes électroniques ou encore sur des câbles ou encore sur des casiers métalliques d'ordinateurs. Pourquoi? Parce que ce sont des parties qui ont beaucoup de valeur en elles-mêmes et donc il existe déjà un marché. Voilà. Donc les collecter n'est pas si simple. Donc c'est beaucoup plus facile de générer de la valeur en se basant uniquement sur ces fractions-là, bien sûr. Le problème, c'est que ça retire cette valeur du flux général de D3E.
Et donc, ce qui se passe, c'est que le pays reste avec sur les bras tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas de valeur et qui, en plus, est très compliqué à traiter. Voilà. Le deuxième point, c'est que au lieu de mettre en place un traitement correct, eh bien, il est beaucoup plus facile de mettre en place un traitement qui soit inapproprié. Voilà. Un traitement inapproprié, quelles en sont les caractéristiques? C'est d'abord une absence de locaux, donc c'est un travail souvent à ciel ouvert. Ensuite, c'est des procédés de traitement qui sont mauvais, donc on parle ici de casse et de brûlis. Évidemment, une absence de formation, une absence de protection, pas d'équipement de protection individuelle. Et puis enfin, pour ce qui est de la fin de vie, les déchets, au lieu d'être amenés, par exemple, dans des décharges contrôlées ou de subir des procédés de traitement appropriés, eh bien, ils vont tout simplement être jetés n'importe où. Voilà. Et ça, eh bien, vous le savez tous, c'est ce qu'on observe un petit peu partout aujourd'hui, voilà, dans les zones urbaines de pays en développement. Voilà. Donc, le problème, en un mot, c'est qu'il est très facile de faire mal. Voilà. Il est beaucoup plus facile de faire mal que de faire bien. Et il y a de fortes incitations pour ça. C'est pour ça que, à mon avis, le recyclage propre de déchets électroniques a autant de mal à émerger sur le continent africain. C'est donc bien une affaire de business model. Alors, face à cette situation, le discours un petit peu universellement pratiqué consiste à promouvoir la mise en place de réglementations. Voilà. Une solution, la réglementation. Vous pouvez garder ce slogan pour votre prochaine manifestation de rue. La réglementation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va principalement avoir deux objets. Le premier objet, ça va être d'encadrer et dans certains cas d'interdire les pratiques courantes, c'est-à-dire on parle donc de cherry picking et de traitement inapproprié. Voilà, donc certaines de ces pratiques se verront encadrées, c'est-à-dire qu'il y a des normes qui seront fixées, on l'a vu au cours des panels précédents, pour imposer que les choses soient faites d'une certaine manière, qui évite donc la dispersion de produits toxiques dans l'environnement. Et il y a certaines pratiques qui peuvent même être carrément interdites. On parle par exemple du fait de brûler des câbles, où là, il n'y a aucune manière de le faire qui soit non toxique. Et donc, cette pratique-là, en général, quand il y a une réglementation, ça fait partie des premières choses qui sont interdites. Voilà. Et le deuxième effet d'une réglementation, ça peut être de subventionner les acteurs qui font l'effort de mener une activité qui soit correcte, c'est-à-dire vertueuse sur le plan environnemental, en prenant une juste part de déchets électroniques sans valeur et en essayant de les traiter d'une manière qui soit effectivement écologique. Voilà, c'est évidemment une très grosse pénalité économique, et donc la réglementation, elle mérite de ce qu'on appelle en anglais de level the playing field, c'est de rendre la concurrence plus équitable, on va dire, entre ceux qui font le boulot correctement et ceux qui ne le font pas. Voilà. Malheureusement, cette voie réglementaire, donc aujourd'hui, on en parle beaucoup, hein, c'est un peu le credo général de dire, voilà, il faut mettre en place des filières REP. Le problème, c'est que c'est vrai, ça a énormément d'avantages et ça résout beaucoup de choses, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients que je vais vous lister ici. Alors, la première catégorie d'inconvénients, elle intervient en amont d'une réglementation. Le problème, c'est, donc là c'est ma colonne de gauche, c'est que les D3E, c'est tout sauf un sujet prioritaire pour les gouvernants de n'importe quel pays. Et on le comprend. C'est un flux de déchets qui est excessivement faible en termes de volume. C'est pratiquement rien par rapport aux déchets ménagers, par exemple. Et par ailleurs, c'est un sujet qui est excessivement technique, donc sur lequel il est difficile d'être bien sensibilisé. Et donc, lorsqu'on n'est pas bien au courant de l'impact réel qu'a ce flux de déchets malgré son petit volume, eh bien, on se retrouve entraîné à tout simplement ne pas intervenir sur le sujet. On met ce dossier-là en bas de la pile parce qu'on a beaucoup d'autres choses à traiter avant. Voilà. Aujourd'hui, les législateurs de tous les pays du monde, je l'imagine, sont surchargés et donc ils doivent tous faire des tri en fonction des priorités. Et malheureusement, ce n'est pas un mécanisme qui est très favorable aux déchets électroniques. Donc le premier point, c'est ça, c'est que lancer la machine pour réglementer, c'est dans un premier temps pas gagné. Ensuite, le deuxième point, ça concerne le processus législatif en lui-même. Alors j'ai pu, à titre personnel, acquérir de l'expérience sur le sujet ces dernières années, notamment en accompagnant, comme ma collègue Roueda l'a souligné, l'Union internationale des télécommunications, qui propose à des gouvernements de pays africains de les accompagner sur justement la mise en place, sur des démarches de mise en place de politiques et de réglementation relatives aux déchets électroniques. Voilà, donc j'ai pu intervenir dans plusieurs pays sur ce point, et donc ça m'a permis d'avoir une bonne fenêtre également sur le détail de ce processus législatif.
Et le problème de ce processus législatif, c'est qu'il est vraiment très lent. C'est assez normal, on est dans le législatif. Voilà. Mais donc, il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats rapides parce qu'il y a beaucoup d'étapes à respecter. La première, c'est d'abord de commencer par sensibiliser les différentes parties prenantes et même les identifier au départ, ce qui n'est pas si simple. Ensuite, il faut constituer des groupes de travail pour effectivement avancer sur ces sujets-là. Typiquement, on va commencer, avant de passer immédiatement à la rédaction d'une loi, on va commencer par émettre un document de politique générale, tel qu'une stratégie nationale de gestion, par exemple, ou une politique, qui va ensuite être opérationnalisée par une stratégie. Et puis enfin, là, on va passer à l'élaboration d'un texte légal qui passera par un processus de relecture, d'amendement, de validation, avant d'être formellement promulgué. Voilà, donc pour tout ça, comptez facilement 3 à 5 ans, et ça, c'est si les choses se passent bien. Voilà, aujourd'hui, ça fait depuis, je dirais, le début des années 2000 qu'il y a des intérêts sur le sujet qui s'expriment sur la mise en place de cadres législatifs en pays africains. Et on a bien vu que ma collègue Rueda vous a bien souligné qu'aujourd'hui, cette machine législative, elle allait sensiblement plus vite aujourd'hui. Le sujet a fait un peu boule de neige, donc ça va plus vite aujourd'hui que ça n'allait il y a 10 ans. Mais pour autant, il ne faut pas négliger que pour en arriver là, il y a eu des efforts très importants et que si vous souhaitez que demain, il y ait un changement dans votre pays sur la gestion des déchets électroniques, eh bien malheureusement, ce n'est pas un processus législatif que vous allez vous intéresser. Non, slide précédent, s'il vous plaît. Le dernier point, c'est en aval du processus législatif. Et là, on parle du contrôle. Une législation n'a d'impact et de valeur que si elle est proprement contrôlée. Et là, malheureusement, on rencontre aussi toute une gamme de problématiques. La première que je nommerai, c'est que ce contrôle, qui est généralement dévolu au ministère de l'Environnement ou bien des autorités généralement environnementales, ces ministères de l'Environnement ne sont le plus souvent pas nécessairement les mieux dotés des institutions publiques en termes budgétaires. Et de ce fait, elles n'ont pas des moyens infinis en termes d'équipes et de brigades de contrôle environnemental. Voilà. Donc, de ce que j'ai pu observer pour moi, c'est que quand ce genre de choses arrive, c'est essentiellement un sujet supplémentaire à contrôler, mais pour autant, il n'y a pas d'augmentation d'effectifs, il n'y a pas d'augmentation de moyens, et donc c'est de toute façon compliqué à mettre en place. Ensuite, le point suivant, c'est malheureusement les problématiques de corruption sur lesquelles il ne faut pas se voiler la face ici. C'est qu'on peut avoir affaire à des problématiques de corruption par rapport à ces processus de contrôle. Je parle de corruption à la fois passive ou active. Quand je dis passive ou active, c'est passive. Le scénario concret est un entrepreneur malveillant qui souhaite divertir l'attention du contrôleur environnemental en lui proposant une compensation. Et la corruption que j'appellerais active, que je pense beaucoup d'entrepreneurs rencontrent, c'est celle qui a pour origine l'agent de contrôle lui-même qui va examiner chaque grain de poussière à la loupe et construire un dossier à charge absolument terrifiant pour le gestionnaire de l'entreprise pour pouvoir ensuite lui proposer de monnayer son indulgence. Voilà. Donc, ces deux processus sont courants, malheureusement, et ils ne vont pas dans le sens d'un contrôle transparent de la législation. Le troisième point, c'est un manque d'exemplarité des institutions publiques, tout simplement parce qu'elles se sont construites dans un contexte où il n'y avait aucune sensibilisation sur le sujet, et donc elles ont acquis des façons de faire qui peuvent être difficiles à changer. Donc typiquement, si vous avez, lorsque les institutions gouvernementales ont par exemple pour habitude de vendre aux enchères leurs déchets électroniques aux acteurs informels environnants, eh bien, il ne va pas être facile de les convaincre que finalement, il faudrait les confier à un recycleur et peut-être même payer quelque chose pour ça. Voilà, puisque ça va faire un gros changement dans les budgets. Et puis enfin, dernier et pire point au niveau du contrôle, c'est que j'ai pour ma part observé des cas de réglementation scélérate, c'est-à-dire d'une réglementation qui est mise en place explicitement à des fins qui sont des fins de type corruption. Voilà. Donc j'ai été témoin de ça moi-même à quelques reprises et je ne vais pas particulièrement élaborer sur le sujet, mais c'est malheureusement quelque chose qui existe. Donc, ce n'est pas parce qu'une réglementation existe qu'elle est bonne. Voilà. Donc, face à tout ça, on a donc une piste de solution qui était de mettre en place des réglementations à travers des systèmes de responsabilité élargie du producteur, mais on voit bien que ça a beaucoup de défauts. Alors, la question, c'est est-ce qu'une autre voie est possible ? Voilà, donc c'est de ça que je voudrais vous parler pendant les dernières minutes de mon intervention, c'est d'essayer de concilier l'écologie et la rentabilité. Voilà. Donc le premier point, c'est le slide que vous pouvez voir ici.
Pour essayer de concilier écologie et rentabilité, bien entendu, dans un premier temps, il faut essayer de faire le moins de compromis possible sur l'aspect écologique d'une activité de traitement de déchets électroniques. Donc, ça veut dire rester fidèle au point qu'on a évoqué plus haut, à savoir collecter toutes les fractions et essayer de les traiter correctement. Pour autant, il faut essayer d'optimiser ce modèle. Alors, la première manière d'optimiser, c'est bien sûr d'augmenter les revenus. Vous pouvez voir ça sur la gauche. Et pour ça, plusieurs pistes aujourd'hui qui se sont dégagées et qu'on a essayé à travers notre projet au Cameroun, c'est d'une part de développer les activités de reconditionnement qui sont bien plus génératrices de revenus que des activités de recyclage. Et c'est particulièrement vrai pour des équipements de type solaire off-grid. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, tout simplement parce que c'est des équipements très similaires qui sont distribués en grande série et où généralement les points de défaillance sont toujours les mêmes. On a mené quelques études pratiques sur la faisabilité de reconditionner des lampes solaires. Dans 95% des cas, en général, c'était la batterie qui faisait défaut, d'où un intérêt particulier pour les activités de la gazelle. Dans les 5 autres pourcents, c'était un autre petit composant plastique. Slide précédent, s'il vous plaît, je vais terminer. Voilà. Le deuxième point, c'est en termes de sources de revenus, c'est de développer une commercialisation de pièces détachées. Lorsqu'on démantèle des équipements, on récupère des pièces qui peuvent être tout à fait utiles à des réparateurs environnants. Donc, on parle surtout ici d'acteurs informels, bien entendu, mais qui, eux, ont deux solutions pour se fournir en pièces détachées. C'est soit de fouiller dans les équipements qu'ils ont autour d'eux, soit d'aller commander des pièces là où elles se trouvent. Et or, faire une offre de pièces détachées dans le cadre d'une activité de démantèlement de D3E, eh bien, ça vous permet d'être très compétitif sur les prix. Et enfin, le troisième point qui est lié à l'empreinte carbone, c'est la production possible de crédit carbone. C'est une activité qui est excessivement complexe et qui demande beaucoup de temps, dont les exemples sont peu nombreux, mais existent. Je pense notamment au projet de Fair Recycling au Brésil, qui a été beaucoup soutenu par la GIZ, et qui a un potentiel extrêmement important en termes de génération de revenus. Voilà, pour donner quelques chiffres simplistes et caricaturaux, vous pouvez imaginer qu'on peut générer à peu près un crédit carbone, c'est-à-dire économiser 1 tonne de CO2 en recyclant un frigidaire, et 3 ou 4 tonnes avec un climatiseur domestique. Voilà, sachant que les crédits carbone se négocient à des valeurs variables dans le temps, mais qui en ce moment, si je ne m'abuse, tournent autour de 25 € la tonne, à peu près. Voilà, donc là, on parle d'un apport financier important. Le deuxième point qui était sur mon slide précédent, c'était de maîtriser les coûts, où là, il y a 3 points rapides. Le premier, c'est de générer des économies d'échelle grâce à l'industrialisation du procédé. Ça, M. Chaban en a parlé. Le deuxième point, c'est de briser le tabou de la collaboration avec certains acteurs informels. Ça, c'est notamment ce que fait WeCycling, qui travaille en collaboration avec des collecteurs. Et puis, le troisième point, c'est pour les procédés de traitement, de privilégier tout ce qui est low-tech. Voilà, il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir faire quelque chose au dernier standard à la mode au niveau mondial, puisque ce n'est pas forcément quelque chose qui est très approprié à un contexte de pays en développement. Donc, voilà un peu toutes les choses qu'on a tentées. Et voilà une petite synthèse des résultats dans ce slide-ci. La synthèse, c'est que une activité à la fois écologique et rentable de traitement de D3E dans le contexte de pays en développement et sans subvention, à titre personnel, je pense que ça peut marcher. Voilà, la preuve n'en est pas encore faite à ce stade, mais il y a clairement de la place pour une telle activité. Aujourd'hui, le secteur informel traite seulement une petite partie du gisement de déchets électroniques, et il en reste une grande partie qui aujourd'hui n'est pas traitée du tout. Et les calculs en termes de modèle économique nous prévoient un break-even qui se situe aux alentours de quelques milliers de tonnes par an. Donc, on est sur du semi-industriel. Mais donc, ça nécessite un investissement important, mais pour autant, ce n'est pas irréaliste par rapport aux gisements qui sont aujourd'hui existants dans ces pays. Alors, ça peut marcher, mais dans certaines limites, puisque générer une activité industrielle, forcément, ça coûte cher. Donc, on a un ticket d'entrée qui est élevé. Ensuite, il y a un vrai défi au niveau de la qualité des déchets électroniques collectés, notamment parce que le gisement est depuis des années et des années saigné de ses parties les plus valables par tous ceux qui font des activités de type cherry picking. Et enfin, le dernier point, c'est qu'en termes de recyclage, c'est ce que je vous disais sur la low-tech, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à mettre en place la dernière solution la plus technologique, puisque le contexte n'est pas forcément favorable. Et ça veut dire mettre en place des solutions un peu plus rustiques, et donc peut-être sur le plan environnemental, un petit peu moins bonnes en termes d'excellence. Donc malheureusement, c'est un endroit où je pense qu'il faut savoir faire des compromis. Et c'est déjà bien de mettre en place une activité très bonne, par rapport à ce qui existe déjà.
Et le dernier point ici, c'est que mettre en place des activités comme ça, c'est-à-dire faire concrètement de l'entrepreneuriat dans le recyclage de D3E dans des pays africains, eh bien, ça peut avoir d'autres effets bénéfiques, notamment les effets qu'on a constatés à travers notre mise en œuvre au Cameroun, c'est que ça accélère la sensibilisation des institutions, puisqu'il y a une partie prenante sur place qui est force de proposition dans ce sens-là et qui va donc chercher à mobiliser tout le monde. Ensuite, cette sensibilisation, elle peut avoir pour effet une accélération des démarches réglementaires et également de susciter l'intérêt des bailleurs de fonds. Donc, j'ai parlé de la coopération française, mais on a aussi la GIZ qui est très active, la Banque mondiale, la BAD et le GEF qui font également beaucoup de choses, et même le Fonds vert climat qui a des intérêts pour intervenir sur ces sujets-là, avec des budgets extrêmement élevés. Voilà, ça c'est lié à la plus-value carbone que je mentionnais tout à l'heure. Et puis enfin, ça a des effets très vertueux en termes d'intégration du secteur informel. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop sommaire dans ce que j'ai présenté. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Et je suis ouvert aux questions que vous souhaiterez poser plus tard. Merci beaucoup et n'hésitez pas à revenir vers moi, même en dehors de cet atelier. Voilà. Et donc, merci, Monsieur Boris, pour votre présentation. Madame Fatoumata Bintou Badou Maïga, vous êtes là? Vous êtes là? Oui, je suis là, vous m'entendez? D'accord, ok. Bonjour, madame. En quelques phrases, je vais dire que vous avez 11 années d'expérience dans le domaine de la finance, de l'intermédiation financière, du montage des dossiers financiers. Vous avez travaillé avec des institutions financières en Afrique, en Europe et aux États-Unis, avec une expérience dans le domaine des énergies renouvelables à travers la préparation de plans d'affaires et un accompagnement stratégique pour la levée de fonds. Vous avez également aidé des entreprises d'énergie propre à élaborer leur plan d'affaires et à lever des fonds. Le montant maximum que vous avez levé est estimé à 5 millions d'euros pour la construction d'une centrale solaire. Aujourd'hui, vous travaillez avec le Private Financing Advisory Network en tant que coordonnatrice pays et coach. Donc, le PFAN évolue dans le secteur des énergies renouvelables. Et aujourd'hui, vous allez donc nous parler de votre réseau conseil du financement privé. Vous avez la parole pendant 5 minutes pour pouvoir nous dire ce qui nous aidera à mieux comprendre le financement de nos activités. Vous avez la parole, Madame Bintou Badou Maïga. Ok, merci beaucoup pour la présentation. Donc, étant donné que c'est 5 minutes, je vais aller directement dans la présentation du PFAN. Donc, le PFAN, comme vous l'avez dit, c'est un réseau de conseil en finances privées et il est installé au Burkina depuis 2019. Donc, je vais essayer de suivre ce plan-là, si vous pouvez aller au prochain slide. Et nous allons faire l'introduction du PFAN, voir l'impact, le voyage, comment procéder et comment postuler au programme du PFAN. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le PFAN, c'est un réseau de conseils en finances privées, c'est-à-dire que nous apportons nos connaissances gratuitement aux porteurs de projets pour améliorer en fait les plans d'affaires qu'ils veulent proposer ou présenter aux différents bailleurs de fonds à l'échelle internationale. Donc, PFAN est dans plus de 40 pays et on a environ 140 experts. Je suis plus rapide que vous. Prochain slide. On a plus de 140 experts climat et énergie propre à travers le monde. Donc, PFAN est présent en Afrique et dans presque tous les continents. Voilà. Donc, l'approche PFAN, quel est le problème que nous cherchons à résoudre en fait avec les bailleurs de fonds et les porteurs de projets d'une part. Donc, le PFAN en fait a pour rôle de jouer d'être la relation, en fait, de pouvoir mettre en relation les bailleurs de fonds et les porteurs de projets. Nous avons d'un côté les bailleurs de fonds qui se plaignent de la qualité des documents, de la qualité des projets qui sont soumis et qui aimeraient en fait avoir une structure qui se positionne en tant qu'intermédiaire, pouvoir accompagner les porteurs de projets à améliorer la documentation qui leur est présentée. Et de l'autre côté, nous avons des porteurs de projets qui ont des idées, qui ont besoin d'un accompagnement pour améliorer la qualité de leurs documents et d'avoir la connexion en fait nécessaire avec le bailleur de fonds approprié pour leur projet. Donc, le PFAN se met au milieu et joue le rôle d'intermédiaire entre ces deux entités-là. Comment ça fonctionne? Donc, ça commence déjà par un coaching.
pour un coaching, ensuite un accompagnement pour postuler en ligne. Et donc, nous aidons en fait les porteurs de projets à évoluer leur potentiel d'investissement, à élaborer le plan d'affaires, avoir une structure financière assez propre pour les bailleurs de fonds qui sont à l'étranger. Et ensuite, à identifier l'investisseur potentiel qui pourrait investir dans leur projet. Donc, il y a un processus à suivre. Et le processus commence par l'appel à proposition que on peut appeler cette intervention comme étant un appel à proposition, c'est-à-dire qu'on présente le programme de PIFAN et ensuite, les porteurs de projets, s'ils sont intéressés, ils postulent directement en ligne. S'ils sont sélectionnés par le comité à Vienne, ils sont coachés et pour l'amélioration de leurs documents et ensuite mis en relation avec les bailleurs de fonds pour le financement de leurs projets. Donc, PIFAN tient compte de l'aspect genre, c'est-à-dire que nous encourageons les porteurs de projets à introduire l'aspect genre dans leur modèle économique, c'est-à-dire que nous encourageons les femmes qui ont des projets dans le domaine des énergies renouvelables à postuler au programme de PIFAN. Donc, l'impact, je vais résumer vraiment l'impact de PIFAN depuis la création. Nous estimons en fait un investissement total mis à profit des projets soutenus par PIFAN à hauteur de plus d'1 milliard de dollars avec un taux de réussite de 17%. C'est-à-dire que nous avons reçu près de 1000 projets et en pipeline et 300 projets sont en cours de financement. Voilà. Nous avons sur le site, il y a plein d'exemples de réussite. Je vais présenter quelques exemples de réussite. Bon, c'est généralement les pays anglophones parce que le Burkina, jusqu'à présent, nous avons soumis, il n'y a qu'un seul projet qui est en phase de financement actuellement avec le PIFAN parce que nous avons reçu pas mal de demandes de financement, mais les documents sont peu aboutis. Donc, il faut prendre le temps de coacher les entreprises et d'amener la documentation à un certain niveau avant de mettre le bailleur de fonds en connexion avec le porteur de projet. Donc, sur le site de PIFAN, vous pouvez voir les exemples de réussite qui sont très parlants et qui ont des montants qui sont assez acceptables. Donc, les investisseurs qui accompagnent le programme de PIFAN donnent une certaine crédibilité au PIFAN à cause de la qualité de la documentation que nous offrons aux bailleurs de fonds. Et je précise qu'au Burkina, ici, ma petite expérience m'a prouvé que il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de projets qui sont intéressants, mais malheureusement, la qualité de la documentation devient un frein, en fait, au financement de certains projets au niveau local. Donc, déjà, avec le programme de PIFAN, je pense que ceux qui sont dans la dynamique de créer des opportunités et dans le domaine des énergies renouvelables, de s'approcher et de bénéficier, en fait, de l'expérience de PIFAN dans ce domaine. Voilà. Donc, pour bénéficier de l'accompagnement de PIFAN, il y a 3 étapes. Il y a déjà le plan d'action, déjà soumettre en ligne votre projet. Ensuite, il y a la phase de développement, de coaching et ensuite, il y a la phase de facilitation de l'investissement. Voilà. Donc, nous encourageons vraiment les porteurs de projets à s'approcher du réseau de PIFAN parce que nous sommes en connexion avec plein de partenaires dont le BGFA qui vient de présenter son programme ici pour bénéficier vraiment des conseils nécessaires pour optimiser en fait et pouvoir bénéficier des financements nécessaires. Voilà, l'appel à candidature est toujours ouvert sur toute l'année et tout se passe en fait en ligne. Donc, vous devez aller sur la plateforme de PIFAN et postuler directement en ligne. Et les demandes d'investissement vont jusqu'à 50 millions de dollars. Nous avons les micro-projets de moins d'1 million de dollars, mais le maximum est à 50 millions de dollars. Donc, tous les secteurs d'activité qui tournent autour des énergies renouvelables sont éligibles. Vous avez l'agriculture, les services de biodiversité, etc. Voilà. Donc, les critères de sélection, nous sommes très regardants pour les critères suivants qui sont la viabilité commerciale, c'est-à-dire que vous devez avoir un projet qui est viable commercialement, c'est-à-dire que vous développez une technologie que vous savez que vous pouvez commercialiser. Ensuite, la technologie,
il faut que vous ayez une certaine maîtrise de votre technologie, que vous ayez les capacités intellectuelles pour pouvoir piloter le projet. Ensuite, le potentiel de croissance. On a besoin de voir en fait que le projet a de l'avenir et que c'est un projet qui va durer, qui sera périn. Ensuite, l'impact climatique qui est très important. Et puis, le développement sur l'impact genre. Donc, nous avons essayé de mettre en place un tableau de pondération pour vous donner en fait une idée aux porteurs de projet sur les points sur lesquels nous nous focalisons. Il y a déjà la valeur de la proposition financière, de la proposition du modèle d'affaires. Comment est-ce que vous voulez développer votre affaire? À la compréhension et l'analyse du marché, il vous faut quand même une petite analyse du marché qui va permettre comment on dit, d'apprécier l'aspect commercialisation du produit. Il y a les équipements, il y a le plan d'exploitation et de la mise en œuvre. Ensuite, vous avez la partie financière, il y a la réduction du risque, il y a les avantages genre et la considération sur l'environnement et le social. Et ensuite, vous avez le professionnalisme, c'est-à-dire que c'est pas parce que le PIFON vous accompagne pour la rédaction du plan d'affaires qu'il faut nous présenter des documents mal montés, mal agencés. Donc, il faut quand même un minimum de sérieux dans le résumé des documents que vous allez postuler et vous allez présenter à PIFAN. Parce que c'est sur la base de ces documents que vous serez sélectionné pour la suite, pour le coaching et pour l'amélioration de votre plan d'affaires. Donc, voici un peu ramassé parce que c'est 5 minutes, on n'a pas le temps de développer l'approche de PIFAN et tout ça. Donc, déjà, en résumé, PIFAN est là pour vous accompagner, pour vous coacher, pour l'élaboration de vos plans d'affaires et vous permettre en fait d'avoir un modèle économique qui est acceptable par les bailleurs de fonds. Voilà. Donc, merci pour la patience et pour l'écoute. Merci beaucoup, Madame Maïga. Je vous rassure, hein, quand il s'agit de financement, on capte l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que vous êtes prêts à accompagner tous les acteurs pour mobiliser le financement nécessaire. Alors, avant d'ouvrir la plage des questions, moi, j'aimerais juste vous poser 2 questions. La première, est-ce que vous financez des structures publiques? Quand je parle de structures publiques, je veux parler de collectivités parce que j'ai vu dans l'une de vos présentations que vous prenez en charge le secteur de la résilience urbaine. Donc, est-ce que vous financez, vous accompagnez des structures publiques, notamment des collectivités? C'est la première question. La deuxième question, est-ce que vous avez déjà travaillé dans des pays de la sous-région ouest africaine, puisque c'est là que nous sommes, hormis le Burkina? OK. Déjà, nous accompagnons, si je peux dire ça comme ça, les structures privées, les ONG, les associations, les sociétés privées aussi. Donc, sont tous éligibles en fait au programme de PIFAN. Et la collectivité territoriale? Oui, aussi. OK. Voilà. Donc, nous sommes, comme je l'ai dit au début, PIFAN est dans plus de 40 pays, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, et le Togo, le Bénin. Donc, l'Afrique de l'Ouest est vraiment bien représentée. La Côte d'Ivoire est dans le réseau PIFAN bien avant le Burkina. Donc, le Burkina est le dernier à avoir rejoint en fait le réseau en 2019. Voilà. OK. Donc, merci. Vous êtes dans la cartographie, PIFAN est présent. D'accord. Je pense qu'on va continuer en aparté, mais je vais laisser la parole à Claire et Guénolé de prendre quelques questions avant de passer à la session de clôture. Ok, merci Brice. Alors, on avait une première question de Diane. Comment collaborer avec GRIP? Donc, Esmeralda a transmis son adresse mail que vous pourrez retrouver dans les questions et réponses. Et elle peut répondre directement à la question en fonction de la structure et des activités. Ensuite, on a Romain Morisot donc, qui a reposé sa question sur la rentabilité du recyclage des déchets électroniques par rapport à l'extraction de nouvelles matières dans les mines actuelles et futures. Peut-être que Boris, tu souhaites répondre à cette question? Je pense que Boris est déjà sur la question. Il peut prendre voilà, je viens d'y répondre par écrit.
qui est que c'est une question qui est assez large et assez complexe. En fait, on est sur des business models qui sont extrêmement différents. Donc, ce qui est vrai et qu'on dit souvent, c'est qu'il y a beaucoup plus de concentration d'or, d'argent et d'autres matières précieuses dans les D3E qu'est-ce qu'il y a dans des minerais aurifères qu'on exploite couramment. Et disant ça, on se dit que ça aurait plus de sens d'aller considérer ces D3E comme une mine. Pour autant, ça, c'est extrêmement partiel comme approche du problème. Il y a beaucoup d'autres choses à prendre en considération. Je nommerai par exemple deux. La première, c'est que les D3E, c'est quelque chose de très diffus. Il n'existe nulle part un tas de D3E assez gros pour être comparable à une mine. Et donc, il y a un problème de collecte et de massification qui est là, premièrement. Et puis, deuxièmement, une mine, ça rejette comme effluent essentiellement des cailloux, alors que les D3E, ça rejette comme effluent du plomb, du mercure, du cadmium, des tas de substances horriblement dangereuses qu'il convient de gérer correctement en aval, et ce qui est évidemment un générateur aussi de coûts. Donc, de ce fait, pour moi, je ne suis pas capable de donner une réponse. Je pense qu'on ne pourrait pas s'exonérer d'une comparaison très détaillée de ces deux business models qui n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Et je n'ai encore jamais vu une telle comparaison aujourd'hui. Si ça existe, ça m'intéresse. OK. Ok, merci. J'avais noté également une question sur un ancien panel, mais qui relève de la question financière. Est-ce qu'une DFI œuvrant dans le secteur privé peut contribuer à l'émergence de cette filière recyclage des 3E? Donc, je comprends qu'on parle des institutions financières de développement. Elle n'est pas adressée à un panéliste en particulier. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite y répondre. Je peux peut-être prendre la question, Claire. Oui. Sinon, il y avait quelqu'un d'autre? Non? Bon, ok, je prends la question. Oui, je pense que, alors, il y a plusieurs façons de financer les modèles d'économie circulaire. On a vu qu'il y a, par exemple, Global Leap qui a fourni un financement à la Gazelle en 2020, je crois, si j'ai bien retenu la date. Donc, ça, c'est un financement direct pour une activité ciblée. Et il y a d'autres programmes comme le nôtre, BGF, qui finançons tout un écosystème et qui apportons finalement des subventions pour l'émergence d'un secteur, mais aussi pour que la chaîne de valeur soit intégrée dès le début. Et donc, en fait, qu'on permette à un secteur déjà respectueux de l'environnement d'exister et de se développer. Donc oui, les DFI font beaucoup de choses là-dessus. Après, il y a aussi des financements d'infrastructures de recyclage. Aussi, ce sont des projets qui existent. La NEFCO a financé quelque chose au Mozambique. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de projets. Après, ça dépend un peu de la façon dont les financements sont structurés et ça dépend aussi évidemment des objectifs des financements eux-mêmes. Merci beaucoup, Esmeralda. On a Claire, Victor, je crois, qui voudrait ajouter quelque chose. D'accord. Victor Roussos. D'accord. Oui, je voulais juste, pour la comparaison entre l'extraction minière et le métal recyclé des 3E, je ne sais pas si je peux présenter un document, je ne peux pas présenter comme je ne suis pas panéliste, mais il y a notamment de grandes différences. Quand Boris disait qu'il n'y avait pas de rejet dans les mines, il y a au contraire beaucoup de rejets comparé au traitement des 3E. Les mines, pour extraire justement tout ce qui est or, ils utilisent une quantité de cyanure qui est impressionnante, de mercure, d'arsenic. C'est ça en ça que l'extraction, enfin le recyclage du D3E devient intéressant. C'est principalement écologique plus qu'économique. Et il y a Alex qui a demandé la parole aussi. Alex a demandé la parole. Oui. Alex. Alors, je précise à Madame Maïga si elle peut regarder sur son chat. Alex, non, il y a une interférence chez Alex. Il y a une interférence chez Alex, oui. Madame Maïga, vous êtes toujours là? Je suis là. D'accord. Donc, il y a aussi des questions dans votre chat, si vous pouvez y répondre directement dans le chat. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui souhaitent prendre la parole? J'avais demandé la parole tout à l'heure, c'était pour pouvoir relayer les questions que j'ai
que j'ai pu garder. Oui, allez-y. Vas-y. D'accord. Bon, il n'y en a pas qu'une, hein, je vous préviens. Elle peut nous donner que 3. Choisis 3 parmi elles. Que 3, d'accord. Oui. Donc, on va commencer par... Donc, il y avait Rox Soupé qui demandait quelles conditions pour représenter un organisme de recyclage au Bénin. Donc, il n'a pas précisé à qui est adressée sa question. Alors, moi, Donc, M. Roch, peut-être pourrait répondre à la question. C'est lui qui a posé la question. C'est Roch lui-même qui a posé la question. Oui. Alors, moi, je me permets de répondre parce que pour représenter un organisme en matière de gestion des déchets, il faut simplement se référer à la législation en vigueur dans ce pays. Okay. Il y avait aussi, sinon, Loïc qui demandait comment s'assurer que... Ça, c'était une question pour M. Moussa, du premier panel, je pense. Vous m'entendez? Oui, mais il y a un effet pas très agréable. Oui, ça va mieux. Là, c'est bon, d'accord. Oui, c'est bon. Donc, c'était une question pour M. Moussa du premier panel, je pense. Il demandait comment s'assurer que effectivement les populations savent à quel danger ils sont exposés, si les équipements doivent avoir un suivi de traçabilité et si oui, comment s'y prendre. Parler des déchets, bien sûr. OK. Qui pourrait répondre à la question? C'était une question pour monsieur le professeur Moussa de l'Université de Koudou, je pense. Je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions et celle-ci a été répondue dans le chat tout à l'heure. Donc, je pense que s'il n'y a plus de questions en lien avec les panélistes actuels, on va peut-être continuer sur la conclusion. Bon, par rapport avec les panélistes, il y avait juste une question pour de savoir pour Madame Bintou Maïga si l'Algérie faisait partie du réseau PIFAN. Oui, elle a répondu dans le chat. Elle a dit que l'Algérie n'en fait pas partie, mais cela n'empêche pas une personne basée en Algérie de postuler directement en ligne. Cela permettra évidemment d'étendre le réseau en Algérie. Donc, c'est répondu. Alors, on va s'arrêter là pour les interventions. Je vais donc passer la parole à Claire Guénolé pour la suite. Je pense que nous sommes à la conclusion. Ce sera donc les mots de fin et s'il y a la possibilité de rattraper l'intervention de certaines personnes qui n'étaient pas disponibles au début de cet atelier, c'est le moment de leur permettre aussi de dire un mot aux participants. Alors, je précise que Arnaud a souhaité prendre la parole, Claire. Ah non, nous sommes dans... Alors, il prend la parole pour revenir sur un certain nombre d'éléments ou bien il est dans la conclusion? Il a levé la main. Il a levé la main. OK, d'accord. Donc, OK. Arnaud a la parole. Non, je m'excuse, c'est une erreur technique. Je n'ai rien à dire. Je pense qu'il faut qu'on clôture maintenant. Sinon... Voilà, OK. Alors, juste pour préciser aux participants, on va rester dans cette session. On ne va pas passer dans la session de clôture. Donc, merci de ne pas vous déconnecter, de rester dans la session. Et on va donner la parole à Monica, si tu nous entends pour quelques mots de clôture. Alors, il semble que Monica soit déconnectée. Ah non, elle est là, très bien. Monica. I am. Yes. Hi, Claire. Hi, Monica. We can hear you. Brilliant. Okay. So thank you very much. Hello, everyone. My name is Monica Wamboi, and I am a senior associate at CLASP, where I coordinate the Global Deep Solar E-Waste Challenge.
And first, I would like to thank everyone for joining us today. We hope the sessions were engaging and that they will encourage more conversation and more action on sustainable e-waste management. Second, we are happy to be part of this workshop as sponsors. CLASP works to improve the energy and environmental performance of the appliances and equipment that we use every day, accelerating our transition to a more sustainable world. We do this through climate and clean energy access portfolio that focus on a couple of things. So on energy and quality standards, policy compliance, testing and quality assurance, product labeling and consumer education, awards and product recognition, procurement incentives, and global collaboration and knowledge sharing. So the Global Leap Solar E-Waste Challenge is part of our Clean Energy Access Program, and we are very happy to be working with La Gazelle, who was one of our awardees for the Global Leap E-Waste Challenge. The E-Waste Challenge, just a bit about the Global Leap E-Waste Challenge, is that it is a research and innovation competition that we have been running since 2018 as part of USAID's Scaling Off-Grid Grant Challenge, which was a 3-year collaboration between the former Global Development Lab, Power Africa, FCDO, Shell Foundation, and the Africa Development Bank. The challenge has co-funded 12 projects across East and West Africa, all with the objective of transitioning the off-grid solar industry onto a more sustainable trajectory. So on this note, I would like to invite you to visit the Global Leap website to learn more about our ongoing work across appliances and to also access some resources from the first round of the challenge. And so lastly, I would like to apply some key takeaways from this workshop in line with the theme of the workshop. And so what all our previous speakers have talked about. The off-grid solar market is a growing one, and more so with key benefits. So an estimated 180 million off-grid solar products have been sold globally since 2010. And the sector is projected to serve over 830 million people by 2030. In line with this, 3.5 million solar products were sold in the first half of 2021. This is according to Googler. And these products that are continue to impact our lives so positively is that they also have a lifespan, yeah? So 3 years for Pico solar products and 5 years for solar home systems. So this what happens to these products once they reach their end of life. The off-grid solar market has been active across the continent for about over a decade, just a small amount over a decade. So a lot of these products are reaching their end of life. So to protect the gains that we continue to realize through off-grid solutions, it is important that we strive towards sustainability by identifying and resolving barriers. Some of the key barriers and which have been mentioned across also this workshop by our various speakers include lack of data, especially on third-party products, which makes the process of making estimates for planning of e-waste management very difficult. Also, how do we access enough e-waste when you're thinking about a recycler? Because quantities mean profitability. There's also lack of legislation, which has been talked quite a bit in the last session, and also recycling and treatment capacity. Do we have that within the continent? Is it sufficient? And also, how are we designing our products? So resolution of these barriers will be achieved only through multi-stakeholder collaboration, bringing together public and private entities and resources to develop solutions. For example, in adoption of e-waste legislation, creation and construction of necessary infrastructure. So in thinking about collection, thinking about treatment, that can be achieved if there's a coming together of the different entities. It will also require robust awareness across all sectors on the dangers of poor e-waste management and the opportunities also available for better management. It will require innovation from product owners, in this case, for example, La Gazelle, to ensure that they are designed for extended life, to be repairable, to be possible to repurpose, to contain less hazardous material, and at the very end of life to be easy to recycle. Our off-grid solar products, like other electronics, are dependent on finite resources, which are quickly being depleted. It is high time that we move from linear economies to circular economies to not only preserve our resources, but our populations.
and also mitigate the impact of climate change through reduction of the carbon emissions. So at this point, we celebrate La Gazelle and other similar companies that have taken such steps, and sincerely hope that this will soon be the norm. We thank you again for attending this workshop and invite you to look out for outputs from this second round of the challenge from the 4 awardees. And we'll include, just to give you a sneak preview, is that it will include insights on opportunities for extending product life, opportunities for second life batteries, and more so opportunities for e-mobility through repurposed batteries. So thank you again, and we wish you a lovely rest of your day. Thank you. Thanks, Claire. Thank you very much, Monica. Nous voici maintenant arrivés au terme des travaux de notre atelier de ce jour. Je me réjouis de l'opportunité qui nous a été donnée d'échanger aujourd'hui sur la fin de vie des produits solaires et le reconditionnement des batteries cylindriques en Afrique de l'Ouest. Et je voudrais adresser à chacun de vous mes remerciements. À CLASP, tout d'abord, qui représente ici le Global Leap Solar E-Waste Challenge, qui nous a permis de conduire depuis 2 ans maintenant ce projet pilote sur le reconditionnement de batteries au Burkina Faso et d'organiser cet atelier de partage d'expérience aujourd'hui. Aux institutions qui nous soutiennent dans ce projet au Burkina Faso, l'ANERE, au travers de son directeur, M. Zungrana, et le ministère de l'Environnement, qui n'a malheureusement pas pu se connecter aujourd'hui pour des raisons de problèmes de réseau au Niger, où la personne était en mission. Ces remerciements, je les adresse aussi particulièrement aux intervenants qui ont accepté de consacrer du temps à cet événement, tant dans la préparation que dans les échanges d'aujourd'hui. Merci également à mes collègues de la Gazelle pour l'appui à l'organisation de cet événement, et particulièrement à Brice et Guénolé. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour souligner la qualité des interventions, la richesse des expériences et des savoir-faire partagés. Ce mélange d'expériences et d'idées au cours des 4 sessions a permis d'aboutir à des conclusions intéressantes et personnellement, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que vous aussi. Je retiens surtout un intérêt indéniable et croissant pour la problématique de la fin de vie des produits solaires en Afrique de l'Ouest. En témoigne le nombre de participants inscrits, environ 130 personnes inscrites et entre 60 et 80 participants à chaque session aujourd'hui, avec une grande variété de pays d'origine, que ce soit en Afrique de l'Ouest, mais aussi au Gabon, au Kenya, en France, au Royaume-Uni, et la diversité des structures participantes, des structures de recherche, des entreprises du domaine off-grid, des collectivités, des structures de conseil, des investisseurs qui montrent l'intérêt croissant du secteur pour la thématique. Les objectifs que nous avons souhaité atteindre aujourd'hui, certes, le temps imparti ne nous a pas permis d'échanger autant que l'on souhaitait, mais au regard de la participation des spectateurs et de la qualité des contributions, on ne doute pas que ces objectifs ont été raisonnablement atteints. Et on doit désormais transformer ces retours d'expérience en actions concrètes pour accélérer la gestion des D3E et des déchets solaires en Afrique et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Pour notre part, afin de capitaliser au mieux le contenu partagé aujourd'hui, nous allons travailler à la production d'un rapport écrit et les enregistrements de l'atelier seront également mis à disposition du plus grand nombre. Pour accéder à ces productions, si vous n'avez pas encore laissé vos coordonnées dans le lien du formulaire Google partagé dans le lobby, vous aurez encore la possibilité de le faire au travers du questionnaire de satisfaction que vous recevrez tout de suite à la clôture de cette session. Je vous invite d'ailleurs à prendre en considération ce questionnaire que vous allez recevoir automatiquement de la part de la plateforme Zoom et qui nous permettra d'évaluer au mieux les résultats de l'événement d'aujourd'hui. Pour information, le lobby restera encore ouvert une dizaine de jours pour faciliter les mises en relation et les échanges. Donc, vous pouvez continuer à échanger au travers de cette plateforme. Pour la Gazelle, ce programme Global Leap Solar Waste Challenge nous a donné une opportunité d'initier des activités dans le domaine du reconditionnement de produits solaires. Nous vous avons présenté aujourd'hui quelques résultats, mais nous ne comptons pas nous arrêter là et nous poursuivons désormais ces activités dans le cadre du projet FASEP soutenu par la DG Trésor. Et donc, nous serions ravis de continuer à échanger avec vous au fur et à mesure de nos avancées. Chers partenaires, intervenants et participants, mesdames et messieurs, je voudrais au nom de la direction de la Gazelle et en mon nom personnel,
vous exprimer encore une fois mes remerciements à chacun de vous et à tous ceux qui ont permis la tenue de cet atelier, en espérant qu'il apporte sa contribution au développement de la gestion des D3E et des déchets solaires en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne suite de journée.